Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Faire face à la réalité du handicap et apprivoiser la différence afin de mieux combattre ces barrières, c'est avancer ensemble vers une citoyenneté solidaire. En Martinique, en Guyane et aussi en Guadeloupe, les professionnels engagés comme les familles impliquées nous offrent chaque jour de précieux exemples à suivre. Sommaire. Accompagner le mieux possible les lésés cérébraux, c'est la mission menée avec cœur de l'ESAT Les Orchidées de Fort-de-France. Pédagogie de la cécité vue de l'intérieur, et Eric Silbert se dévoile. Vivre et aimer en musique, c'est l'accordéon qui donne le ton avec Dany Verto. Portrait d'une femme engagée et délicieusement déterminée, Élise Loimont rencontre. Papillon volé en pays Hmong, la recette d'amour des Totailles en partage. Infos, constats et perspectives, la MDPH de Guadeloupe joue la carte de l'échange. Papillon volé, bon mag. Voilà, l'ESAT, donc des orchidées que je dirige, c'est une structure de l'association ARFA, qui est l'association d'aide à la réinsertion des personnes handicapées suite à des accidents. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 55 travailleurs handicapés, dont 4 places réservées pour un projet expérimental pour les personnes autistes. Nous leur proposons les activités suivantes. Donc, nous avons un atelier capitonnage et multiservices. Nous avons aussi un atelier repassage et couture. Et nous avons aussi un atelier PAO. Je me présente, je m'appelle André Loïs. Je suis ici parce que j'ai eu un traumatisme crânien. Et justement, ici, je suis ici pour développer en fait mes connaissances et développer également mes aptitudes concernant l'ordinateur. Je travaille sur le logiciel Adobe, Illustrator, Photoshop et InDesign. On fait la création, le façonnage et le traitement de texte également. Et on travaille sur l'ordinateur et la presse numérique. Bon, en fait, ils sont encadrés déjà par un chef de service et des moniteurs d'atelier. Il y a au moins un minimum 2 moniteurs d'atelier par groupe et bien sûr un secrétariat. Donc, compte tenu de la lésion, puisque ce n'est pas non plus évident, donc l'accompagnement de la proximité doit être très soutenu. Au départ, ils n'ont aucune compétence spécifique disant qu'ils ont déjà touché ou pas un ordinateur. Mais c'est un feeling qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on détecte. Et moi, je prends les gens au feeling. J'ai besoin de gens qui ont envie d'exprimer ce qu'ils ressentent. Le travail même des professionnels qui sont dans le secteur, qui accompagnent les personnes handicapées, c'est de leur permettre de passer simplement du vivre à l'exister. Nous faisons des retouches, des ourlets, enfin vraiment, ils sont là à travailler, je suis quand même satisfaite. Et puis je crois le but normalement de l'ESAT, c'est qu'ils soient quand même épanouis, parce que le fait de venir déjà au travail, c'est pour eux déjà un but. De savoir qu'ils sortent chez eux et le regard de la société par rapport à eux. Donc ils savent qu'en quelque part, s'ils se déplacent, ils vont travailler, ils sentent qu'ils sont comme les autres. Bonjour, je suis Bonargile. Je suis à tous les repassages et je repasse. Et c'est très bien. Je m'appelle Wifi, je suis atelier en passage. Oui, ils sont en capacité parce que ce sont des personnes, souvent des lésés cérébraux qui ont quand même, qui sont conscients de leur état. Je crois que c'est assez important, qui sont conscients de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils sont devenus maintenant, soit après un accident ou après, on va dire, un AVC. Donc, ils manifestent quand même leur évolution. Je vous présente un peu l'équipe et le travail un peu de chacun. Donc, nous avons un poste de création. Donc, nous travaillons sur ordinateur relié par une presse numérique. Donc, là, nous avons Malika, nous avons Loïse et nous avons Sylvie. Elles travaillent en création et elles font aussi du traitement de texte. Nous avons Didier et Guillaume, donc qui peuvent nous regarder de temps en temps. Oui. Didier et Guillaume, qui travaillent aussi sur la machine à reliure, donc pour une fois que le débit a été fait à partir de la presse numérique, où ils peuvent faire du montage. Anthony, qui travaille aussi en création, mais surtout en traitement de texte, en façonnage. Lui, il fait du pliage, du collage, de l'agrafage. Michael et Eric, eux qui sont plus sur le poste Internet. Ils font de la recherche,
pour accompagner tous nos travaux, pour pouvoir faire nos montages. Ils sont en demande d'hébergement personnel. Tout le monde, ils veulent aujourd'hui acquérir leur propre indépendance. Je ne pensais pas vraiment qu'un jour je serais moniteur dans un système tel que le handicap, puisque bon, j'avais des a priori, maintenant qui ne sont plus valables. J'ai appris que bon, le monde du handicap, c'est pas du tout l'idée qu'on se fait des handicapés. Les handicapés, ce sont des gens comme nous, et je pense même, et c'est une phrase que je dis souvent et je me fais taper aussi sur les doigts, je pense même que des fois nous avons plus de handicap qu'eux. Parce qu'on pense toujours que le handicap physique ou le handicap, je dirais le traumatisé crânien, on pense toujours que c'est quelqu'un qui est en faiblesse, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'un secours. Ce n'est pas quelqu'un qui est en faiblesse, c'est quelqu'un qui a des possibilités et qui a besoin de les exprimer. Et on ne leur donne pas souvent leur chance. Je suis père de 3 enfants, 2 filles et un garçonnet. Ces 3 enfants-là me comblent de joie. Bon, je les vois régulièrement. Et c'est vrai que lorsque je suis avec eux, j'oublie cette maladie qui est la cécité, justement, qui a commencé à l'âge de 7 ans. J'avais une myopie maligne hein, et vers les années 90, à cette myopie est venue s'ajouter une dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire est une maladie qui s'attaque au fond de l'œil. C'est là où se forment les images. C'est-à-dire que lorsque tu regardes une voiture, eh bien, l'image se positionne au fond de l'œil pour le cerveau. Donc à partir de ce moment-là, lorsque je regardais une voiture, la voiture était complètement déformée. C'était contraignant, mais je faisais ce que je voulais faire. Bon, j'ai réalisé que je perdais la vue à partir de 2007 plus particulièrement, où le glaucome s'est présenté avec de l'eau qui montait dans mes yeux. Lorsque l'eau montait, bon, je ne voyais pas. Lorsqu'elle descendait, je voyais. Donc actuellement, l'eau monte et elle reste à un certain niveau et avec ça est venue une blancheur qui empêche la lumière de passer. La personne qui est née comme ça, ben, c'est une personne qui n'a jamais connu la lumière, qui n'a jamais vu le soleil. Donc pour elle, ça ne change rien. Mais pour la personne qui l'est devenue en cours de vie, comme moi, ben, je peux vous dire, c'est vraiment une contrainte. Lorsque j'avais la vue, bon, je voyais la personne, je pouvais regarder la personne dans les yeux. Et là, je me fais toujours une idée comment est la personne. Et pour moi, c'est ça le plus dur et aussi ce qui me mine le plus, c'est de pouvoir justement regarder mes enfants dans les yeux et c'est quelque chose pour moi qui me touche et des fois qui me fait plonger un petit peu. Ça ne veut pas dire que de plonger, de rester en bas. Souvent je plonge et je remonte encore plus haut que là où j'étais. Vouloir s'engager et monter une association, c'était une manière pour moi justement d'exorciser tout ça. Faire en sorte que les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes de cécité puissent prendre conscience qu'ils sont des personnes. Et aujourd'hui, nous, le CDIPH, nous disons qu'il faut que les personnes en situation d'handicap, que les personnes atteintes de cécité, puisqu'il s'agit bien d'eux, de ceux-là, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils disent « mais nous là, nous c'est des mondes ».
L'épanouissement, le bien-être des personnes en situation de handicap ne sont pas de vaines notions quant à la traversée de l'existence. Et le combat de ces personnes pour une réelle autonomie pratique et une intégration réussie est loin d'être gagné. Une lutte déterminée qui se niche pourtant dans les racines d'un potomitan emblématique. Écoutez, Papillon Capalé. Madame Loamont, quelle femme êtes-vous? Je suis une femme, je dirais, avec un grand F, et une femme dans toute sa splendeur. Je suis bien. Et j'aime la vie elle est belle. Eh bien, moi, je m'adapte à toutes les situations. J'aime beaucoup le social. Je me rends disponible à tous les coups pour rendre heureux les autres. Comment s'est faite votre rencontre avec le handicap? Le handicap, il est venu à moi. Il est arrivé. Alors, je l'ai accepté et je fais avec. Hein. Eh bien, je n'avais pas le choix, naturellement. Figurez-vous, depuis à l'âge de 16 ans, j'ai eu mon handicap. J'ai fait une chute. Et cette chute-là, elle m'a été fatale. Puisque, dites-vous bien, depuis, je suis en fauteuil roulant, je ne marche pas. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Alors, ça a été très, très dur pour moi au début, cette chute. Et une chute comme cela a basculé toute une vie. Même ma famille aussi a été très secouée. Je ne suis pas restée les bras croisés. J'ai perdu, je ne pouvais plus aller à l'école. J'étais scolarisée et j'ai perdu toute ma scolarité. Mais après, je me suis reprise. Les choses ont été différentes. Après un passage, je ne dirais pas bref, au CHU, je suis restée pendant un temps. Ensuite, j'ai été dirigée vers la métropole, plus précisément à Bordeaux. À ce moment-là, j'ai repris ma vie en main. Et quelle jeune fille étiez-vous jusqu'à ce jour? J'étais une jeune fille pleine de vie. Beaucoup de camarades, la vie scolaire était très bonne, très bien pour moi. J'avais beaucoup de camarades, j'étais bien, j'étais la jeune fille épanouie. Très épanouie, surtout j'étais grande. Et bon, voilà, hein, quoi puis-je vous dire encore davantage de cette jeune fille que je ne regrette pas, mais un petit peu quand même. Qu'avez-vous fait de votre vie, Madame Loamont? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ah, mon Dieu, elle sera trop longue à raconter ce que j'ai fait de ma vie. Beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis mise à la comptabilité, j'ai eu mon diplôme de comptabilité. J'ai travaillé un petit peu là-bas. C'est de là j'ai eu mon permis de conduire. Hein. Je dis avec humilité, parmi les personnes handicapées en Guadeloupe, j'étais l'une des premières à avoir un permis et puis rebondir. Et je suis retournée au pays, diplôme en main, cherchant à travailler. On vous répond bien, arrivé. On ne peut pas m'embaucher parce que les endroits ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Je me suis retournée vers les enfants qui étaient toujours chez moi parce que j'ai de nombreux du moins nièces et neveux. Alors à ce moment-là, les enfants venaient chez moi, les enfants d'alentour, et j'ai dit, pourquoi pas ne pas apprendre aux enfants à lire et à écrire? Alors c'est de là est venue cette idée à m'occuper des enfants. Qu'avez-vous appris de plus juste, de plus vrai aux enfants que vous avez accompagnés? Les enfants que j'ai accompagnés par centaines, et je vous dirais, je suis restée plus d'une vingtaine d'années avec les enfants, 27 ou 28 années à travailler avec les enfants. Et puis j'ai inculqué à ces enfants-là ça, le respect, dire bonjour aux gens, de saluer les gens, d'être poli envers tout le monde, surtout envers les personnes âgées. Alors, ces enfants-là, ça, je vous dis, en toute humilité, je suis fière d'eux maintenant. Quand je les rencontre, quand ils viennent chez moi, ils me disent, ah, beaucoup m'appellent soit mademoiselle, soit maîtresse. Alors, ils me disent, ah, maîtresse, chaque fois que je te vois, je suis content de ce que tu as fait pour nous. Et beaucoup d'entre eux gagnent bien leur vie. Élise,
Oui. En toute confidence, quelle est votre plus belle histoire d'amour? Ma grande histoire d'amour, elle restera pour moi. Il y a un petit coin dans mon cœur et cette histoire reste là. Je ne la divulguerai pas. Parce que de temps en temps, il faut ressasser ça et puis ça me donne la joie de vivre. Même si vous voyez très souvent, je suis toute seule là à rire, c'est cette partie-là, elle est pour moi, je ne vais pas la divulguer. Je ne veux pas que vous le sachiez. Et si votre combat était un mot, quel serait-il? Je dirais encore, toujours davantage de se battre pour qu'on atteigne le but fixé. Je ne regrette pas de l'avoir fait et si c'était à refaire, je recommencerai. Alors, il y a 30 ans, est-ce que ça a été difficile de s'installer à Cacao? Alors, elle a dit que c'était très difficile au début, puisque c'était la forêt. Et c'était vraiment un commencement pour défricher tout et bâtir le village aussi. Il pleuvait beaucoup, alors c'était très difficile pour brûler les terrains. Voilà. Mais depuis 30 ans, depuis l'arrivée jusqu'à maintenant, ça va, puisqu'il y a le soleil qui revient et maintenant c'est très bien. Combien d'enfants vous avez eu et dans quel esprit vous avez élevé vos enfants? 10 enfants. Il y a une qui est décédée après la naissance. Et il a 3 fils, 7 filles. Et il a 2 enfants qui est handicapé. Et le premier, il n'arrive pas très bien à marcher. Et le deuxième, elle est un peu en retard. Est-ce que vous avez un grand cœur pour élever des enfants handicapés comme les autres enfants? C'est le même amour pour tous les enfants et quand ils sont plus là, c'est le plus grand souci pour eux. Ils ne seront plus sur terre. Est-ce que Nicolas il a été scolarisé et depuis ses 16 ans, est-ce qu'il a eu des structures pour l'accompagner? Non, c'était pas vraiment la scolarité, c'était juste un groupe. Il a été avec eux juste pour un peu d'éducatif, des dessins, voilà. Et quand il avait 18 ans, ils ont proposé aux parents qu'ils les gardent, mais les parents ne veulent pas. Alors, ils disent qu'ils sont toujours là, alors ils préfèrent les garder, parce que depuis l'enfance, il est parti en France, en métropole, jusqu'à ses 18 ans. Alors, est-ce que vous êtes content que Annie peut faire sa scolarité différemment que Nicolas? Alors, elle est très heureuse puisque maintenant, ça a beaucoup évolué. Parce que Nicolas, il est né quand il venait juste d'arriver en Guyane. Il n'y avait rien du tout. Et elle ne comprenait pas encore. Et elles ne savent pas encore des aides. Et maintenant, puisque Annie, les enfants doivent être scolarisés jusqu'au moins 16 ans. Et Annie, elle est obligée d'aller à l'école. Et c'est bien pour elle, puisque nous, on est éloignés des grandes villes. Et il y a aussi des ambulanciers qui peuvent venir la chercher. Et aussi une centre d'accueil comme le Sésame, qui l'accueille une fois par semaine pour éduquer et pour la surveiller. Et ils sont très heureux. Quelles sont vos activités à Cacao? Alors, comme ils ne savent pas parler très bien le français, ils n'ont pas de diplôme et c'est la terre qui est le seul qui peuvent les aider. Alors, ils font l'agriculture
il les vend pour nourrir la famille et pour, voilà. C'est le seul moyen pour eux. Mais c'est quand même quelque chose de bien. Alors, vous vous sentez laotien ou guyanais? Alors, ils se sentent toujours en tant que membres, mais ça a facilité ici en Guyane, puisqu'il y a des voitures, il y a tout. Et pour travailler les champs, il y a la voiture pour ramasser, pour les prendre. Et autrefois, c'est le dos qui porte tout. Alors, c'est plus facile pour eux. Mais ils se sentent encore en tant que Hmong. Au pays des Hmong, à Cacao, en Guyane, d'amour et de pudeur mêlée, la famille Totaï tente de cheminer avec sérénité sur la route du handicap. C'est aussi l'inquiétude des parents que les structures concernées doivent aider à lever avec de vraies pistes d'avenir à construire. La MDPH de Guadeloupe, au cœur du dispositif de prise en charge, tenait portes ouvertes le mois dernier. Gardez Papillon des Ronds. Pourquoi cette journée porte ouverte à la MDPH? Effectivement, c'est pour pouvoir faire découvrir ou encore redécouvrir la MDPH et pouvoir donner toutes les informations, toutes les demandes que nous avons à traiter de façon à satisfaire les besoins des usagers que nous recevons. Cette journée porte ouverte me permet de voir le fonctionnement de la MDPH, chose que je voulais savoir depuis un moment. Donc ça me donne la possibilité de le savoir aujourd'hui. Sinon, personnellement, moi, je suis là pour voir les différentes possibilités que j'ai, qui s'offrent à moi, du moins, pour une formation professionnelle ou un reclassement professionnel. Aussi, ça me donne la possibilité de rencontrer d'autres usagers que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer sinon. Voilà, donc tout est positif pour cette journée. À partir du moment qu'une personne a un handicap, elle doit forcément passer par la maison départementale des personnes handicapées pour faire reconnaître son handicap, que ce soit de le parcours au niveau du travail, l'insertion professionnelle, les aides à la reconnaissance d'un travail handicapé, et puis bon, préserver ses droits au niveau du travail. Bon, les tentatives, on connaît la difficulté pour l'insertion professionnelle en Guadeloupe, mais au moins il y a cette aide qui peut être apportée par le Cap Emploi, par les équipes de la MDPH. Je serai dans la loi, prêt de battre contre toi. Oui, je ferai même ce qu'il ne faut pas. Je m'appelle Johan Ibrahim, je suis le foyer de Matouba de Saint-Claude. J'ai bien entendu la chanson de Alice Kakrine. Je suis très heureuse de se voir parce que je suis très content. Bien agréable, rien de dur. Oui, une autre oui, j'ai vu. Oui, c'était bien. A priori, j'ai ressenti que les usagers étaient quand même contents et satisfaits et surtout de pouvoir poser les questions qui leur tenaient à cœur. Et c'était le but de la journée porte ouverte de la Maison départementale des personnes handicapées. Bonjour, ça va? Tu vas où? Au restaurant. Tu as faim? Oui, j'ai faim. Moi aussi. Tu vas manger quoi? Du poulet et des frites. Ok, allons. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Tu vas où? Je vais au restaurant. Tu as faim? Oui, j'ai faim. Moi aussi. Tu vas manger quoi? Du poulet et des frites. Ok, allons. Ok, allons. Amplifier l'écho des voix de tous les acteurs de la cause du handicap et bien sûr recueillir la parole des personnes en situation de handicap est l'une des vocations majeures de ce magazine. Aiguiser la vigilance sociétale quant au mieux vivre ensemble, c'est réaffirmer que le handicap, c'est l'affaire de tous. À très vite, laissez Papillon voler.